Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer et Sophie Bonduel-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur Odile, le podcast. Nous parlerons dans cet épisode de la lutte contre les désordres informationnels en zone de conflit. Comment font les acteurs du secteur pour opérer dans ces territoires? Quelles initiatives sont remarquées? Et nous parlerons bien sûr des questions de sécurité physique et de santé mentale. Avec moi pour animer ce podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et notre invité aujourd'hui sera Maxime Domegny, responsable francophone du GIJN Afrique. Il nous parlera depuis Dakar. Avant le Global Investigative Journalism Network, notre invité a travaillé pour la BBC Afrique. Il a également collaboré avec la Fondation Hirondelle comme correspondant en Afrique de l'Ouest du site justiceinfo.net. Il aura beaucoup de choses à dire sur le sujet. Dans un contexte de conflit, tout le monde a besoin qu'il y ait des gens. Et donc, ce sont des journalistes qui puissent révéler des choses de façon impartiale. D'ailleurs, même les autorités, ça les aiderait beaucoup à laisser des journalistes travailler de façon indépendante. Mais avant d'entendre Maxime plus en longueur, voici les nouvelles du secteur de la lutte contre la désinformation. Ça a fait l'effet d'un séisme. Toute la communauté francophone des vérificateurs de faits a commencé l'année sous le choc de l'annonce de Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Il a mis fin au programme de fact-checking de la plateforme aux États-Unis. Julie Charpentras, la rédactrice en chef investigation numérique à l'AFP, l'agence France-Presse, répond à cette question dans un récent épisode du podcast de l'agence sur le fil. Elle y décrypte la fin sur Facebook et Instagram aux États-Unis des programmes de vérification des contenus par des médias tiers, dont l'AFP. Elle fait partie des médias partenaires de Facebook en la matière donc, et vous pourrez retrouver cet épisode de Sur le fil avec Julie Charpentras sur toutes vos plateformes d'écoute et évidemment en lien dans les notes d'épisode. On poursuit par ce chiffre, 75%. C'est le taux de pénétration de la radio en République centrafricaine, contre 43% pour la télévision et seulement 20% pour les réseaux sociaux. La radio est donc de loin le média le plus suivi par la population de ce pays d'Afrique centrale. Ces données, issues d'une étude d'audience pour Radio NKD Lucas, IMAR et Fondation Hirondelle, sont présentées dans le dernier numéro du magazine Médiation de la Fondation Hirondelle. Donc, n'hésitez pas à les lire, ils dévoilent plusieurs infographies intéressantes sur les habitudes des publics en matière d'information et il est accessible gratuitement sur le site internet. Comment faire face quand on est vérificateur de faits à une nouvelle année 2025 qui ne s'annonce pas forcément des meilleurs? Contexte difficile, précarité, guerre, haine en ligne. En ce début d'année, la journaliste Luba Kassova rassemble dans un article pour IGNet en français 9 conseils pour prendre soin de sa santé mentale en tant que vérificateur de faits. Luba Kassova a donc interviewé 4 experts pour aider les professionnels à être plus résilients. Un article à retrouver avec ses nombreux conseils pratiques sur le site IGNet en français. On termine par cette annonce de l'Organisation des Nations Unies. À compter du 1er janvier 2025, un nouveau bureau a vu le jour, le Bureau des Nations Unies pour le numérique et les technologies émergentes, ODET, en lieu et place donc du bureau de l'envoyé du secrétaire général pour la technologie. Cette évolution, qualifiée d'historique par l'ONU, découle d'une décision prise par l'Assemblée générale le 24 décembre dernier à la suite de l'adoption du Pacte mondial pour le numérique. L'ODET conseillera les hauts responsables des Nations Unies sur les principales tendances technologiques, comme l'intelligence artificielle, pour orienter l'approche stratégique adoptée par l'organisation sur ces questions numériques. Alors, on connaissait bien Odile, voici maintenant Odette. Bonjour Maxime Domegny. Allez, bonjour Guillaume. Alors on va parler des spécificités de la lutte contre la désinformation dans une zone de conflit. Justement, quelles sont ces spécificités? Il y a beaucoup d'aspects à couvrir, la protection de ceux qui émettent l'information, les journalistes, ceux qui la reçoivent. Mais si vous deviez résumer en quoi travailler dans une zone de conflit est différent de travailler dans une zone de paix, comment est-ce que vous l'exprimeriez? Vous savez, on dit déjà que dans le cas d'un conflit, la première victime, c'est la vérité. C'est ce que, je ne sais pas à qui on attribue ça, mais voilà, c'est une réalité parce que lorsqu'on est en conflit, chaque partie essaie de tirer le droit de son côté et donc essaie de gagner la bataille de la communication, la bataille. Donc essaie de garder un peu le contrôle sur
l'information entre guillemets parce que bon voilà c'est beaucoup plus de la propagande qu'autre chose et donc comme on dit le conflit c'est pas uniquement les batailles physiques avec des armes physiques mais euh, depuis longtemps je pense que ça a toujours été soit précédé par voilà une guerre de l'information qui s'est poursuivi d'ailleurs, qui se poursuit d'ailleurs tout au long du conflit et même après le conflit. Et aujourd'hui, plus encore, voilà quoi, la guerre se mène sur tous les plans et surtout sur le plan de l'information. Donc, chaque partie cherchant à garder le contrôle sur les canaux de diffusion, mais aussi sur les narrations qui circulent, ce qui fait que ça devient davantage plus compliqué pour les journalistes de couvrir ça. Plus compliqué, pourquoi? Parce que déjà, l'accès au site est compliqué dans une zone de conflit. Voilà. Vous avez vu tout ce qui se passe, par exemple, dans la bande de Gaza, où les journalistes internationaux sont interdits d'accès se reposant uniquement sur les journalistes locaux, eux-mêmes prenant de gros risques, plusieurs ont été tués, comme on le sait, et donc ça devient compliqué de couvrir les conflits pour les journalistes. Maintenant, bon, la bonne nouvelle, c'est que on n'est plus obligé aujourd'hui de se faire aider par une partie ou une autre pour aller sur un terrain de conflit ou bien de se confier uniquement ou bien de se fier uniquement aux versions proposées par une partie ou une autre parce qu'aujourd'hui justement les outils modernes de journalisme ou bien des outils modernes de couverture de ces genres de situations émergent et sont devenus ou bien deviennent de plus en plus accessibles aux journalistes. Et donc ces outils, par exemple, l'utilisation de satellites, tout simplement, ou bien l'analyse des contenus générés par les utilisateurs, qui est aujourd'hui, on va dire, accessible aux journalistes. Il y a beaucoup de médias qui le font, par exemple, il y a Le Monde qui, par exemple, mène des enquêtes sur des groupes terroristes du Sahel, par exemple, sans se déplacer, sans envoyer un journaliste sur le terrain, juste en faisant une analyse des contenus que ces groupes eux-mêmes mettent en ligne. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué de couvrir les conflits, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que les outils existent, ils se démocratisent davantage et dont les journalistes peuvent aujourd'hui se servir pour ne plus être uniquement dépendants de telle ou de la version de telle ou de telle autre partie. Justement, un des axes de travail qui est particulièrement intéressant chez GIGN Afrique et GIGN au global, c'est le fait qu'avec vos outils et vos appuis, vous touchiez non seulement les grosses structures, mais aussi les journalistes freelance, les journalistes indépendants. Et on sait que dans les zones de conflit, il y a beaucoup de journalistes indépendants. Comment vous les accompagnez, ces journalistes qui, j'allais dire, seuls sur ces terrains difficiles, pardon. Ouais, bon, nous offrons une série on va dire, de services, une série d'accompagnement en fait aux journalistes. Par exemple, lorsque vous vous rappelez en Afghanistan par exemple, lorsque les Américains se sont retirés et que les talibans ont pris possession du pays, beaucoup de journalistes là-bas se sont retrouvés dans des situations précaires. Nous avons contribué activement par exemple à, à ce que ces journalistes puissent être à l'abri. Voilà, GIGN, dans d'autres régions également, GIGN essaie d'intervenir voilà, dans un accompagnement apporté aux journalistes qui sont dans des situations compliquées. Pas uniquement nous, mais en coordination avec d'autres, chacun selon, bien chaque organisation selon son expertise et ses réseaux. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de la protection physique, des journalistes, il y a le fait que, par exemple, ces journalistes puissent disposer d'outils pour pouvoir continuer à faire leur travail. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, par exemple, en essayant de faire
en essayant de curer, en fait, de faire, de promouvoir, par exemple, les nouveaux outils, de nouvelles techniques modernes qui émergent et que les journalistes peuvent utiliser pour faire le travail de l'un. Tout à l'heure, je parlais des images satellites. Là, par exemple, dans quelques jours, nous avons un webinaire sur comment est-ce que des journalistes peuvent accéder à des images satellites accessibles à tous et des images gratuites dont la scène ne nécessite pas des compétences particulières, ne nécessite pas, par exemple, de savoir coder ou de savoir manipuler tel ou tel outil compliqué. Et donc ça, par exemple, ce sont des outils que nous essayons de démocratiser, nous essayons de promouvoir, nous essayons de vulgariser auprès des journalistes pour que ces journalistes puissent travailler. Je vais juste dire que à l'intérieur de GIGN, qui est une plateforme mondiale de journalistes d'investigation, nous avons des organisations qui sont par exemple créées par des journalistes en exil. Siraj, par exemple, créé par des journalistes syriens. Euh, C'est un effort de GIGN. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, même si jusque-là, le CIRA, le réseau syrien des journalistes d'investigation, qui jusque-là était basé à l'extérieur, aujourd'hui, bon, voilà, le travail va prendre une autre ampleur avec la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie et GIGN sera là pour essayer en tout cas de les connecter aux outils, aux techniques, aux expertises disponibles au sein de la communauté globale de journalistes d'investigation qui pourraient leur permettre de mener le travail. Et donc, essentiellement, c'est ça. Et puis aussi, donc j'ai parlé de la protection physique, j'ai parlé des outils de travail, j'ai aussi parlé voilà, donc il y a ce point aussi, il y a le réseautage, c'est-à-dire que nous essayons de connecter ces journalistes avec d'autres journalistes. Si vous voyez, par exemple, sur notre site, nous avons beaucoup de contenu sur comment est-ce que des journalistes en exil peuvent continuer par faire leur travail. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de journalistes d'investigation, membres de la communauté de GIGN qui travaillent aujourd'hui, que ce soit en Amérique latine, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, qui travaillent aujourd'hui de l'extérieur, donc en exil, et qui de temps en temps partagent leur expérience dans des cadres de réseautage comme les conférences que nous organisons ou d'autres conférences de nos partenaires. Par exemple, l'autre conférence du réseau, enfin, la conférence mondiale du journal d'investigation GIGC, dont la prochaine édition va se tenir cette année à Kuala Lumpur. Par exemple, lorsque vous venez à ces conférences, vous avez presque toujours des sessions sur le journal d'investigation pratiqué depuis les îles et comment est-ce que des gens peuvent, voilà, quels sont les besoins, les nouveaux outils, les nouvelles techniques, les expériences que les uns peuvent partager avec les autres. Donc voilà un peu, voilà, globalement quelques appuis que nous apportons aux journalistes qui malheureusement sont obligés de quitter leur territoire pour pouvoir voilà, être en sécurité et comment est-ce que même depuis l'extérieur de leur territoire, depuis là où ils se trouvent, ils peuvent continuer à faire leur travail d'accomptabilité, leur travail de redevabilité. Ouais, donc on entend que c'est un travail précieux et on parle des journalistes qui exercent leur métier depuis l'extérieur d'une zone de conflit. Mais est-ce qu'il y a un... Tu m'entends? Allô, allô? Excuse-moi, c'est... Pardon, donc je reprends. Donc, oui, non, je disais, c'est un travail précieux, effectivement, d'assister les journalistes qui continuent leur mission depuis l'extérieur d'une zone de conflit. Hein. On comprend qu'il y a des questions de sécurité des personnes qui les touchent directement et que parfois il vaut mieux quitter le territoire. Est-ce que vous assistez également des journalistes qui, coûte que coûte, veulent rester sur leur territoire et tentent tout de même, depuis l'intérieur, de faire leur métier? Les besoins des journalistes, qu'ils soient sur leur propre territoire ou à l'extérieur de leur territoire. Et donc, j'imagine que par exemple, les journalistes qui choisissent de rester sur leur territoire ont des besoins particuliers. Ça peut être par exemple lié à la santé mentale, parce que lorsque vous êtes sur le territoire, vous subissez plus de pression et donc votre santé mentale peut subir un coup. Et nous avons effectivement des ressources et des organisations partenaires qui voilà, qui apportent de l'expertise, qui apportent de l'accompagnement à ces gens de journalistes.
Un des axes de travail sur ces zones, c'est la collaboration. En quoi on peut renforcer justement ces initiatives de collaboration sur ces zones de conflit et en quoi elles peuvent être vraiment utiles? Je me rappelle moi-même avoir organisé il y a, je pense, 2 ans, une session au profit de certains journalistes qui sont dans certains contextes un peu compliqués en Afrique de l'Ouest, y compris les journalistes du Sahel, une session sur la santé mentale, comment eux-mêmes ils peuvent veiller sur leur propre santé mentale et comment est-ce que ces journalistes peuvent interroger aussi des personnes, des victimes des situations traumatiques, par exemple. Donc ça, c'est juste un exemple. Et évidemment, bon, en dehors de ça, il y a les autres outils, les autres ressources dont ces journalistes ont besoin pour faire le travail, y compris depuis leur propre territoire. Donc, c'est des outils classiques, hein, donc comment mener des enquêtes. Si, par exemple, il s'agit de travailler, de couvrir des questions découvrir par exemple des personnes, comme je le disais, qui ont subi des traumatismes, comment par exemple interagir avec ces personnes sans les traumatiser davantage. Par exemple, ou bien des outils comme voilà comment mener des enquêtes, comment utiliser par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les open source OSINT, des outils d'OSINT, les outils les plus basiques, des plus basiques aux plus complexes par exemple pour pouvoir révéler des choses que, par exemple, une partie ou une autre souhaiterait garder caché. Et puis, bon, voilà, si un journaliste, à un moment donné, un journaliste ayant cherché à rester sur son territoire, à un moment donné, par exemple, sans le besoin de se mettre en sécurité, évidemment, bon, nous, notre mandat, ce n'est pas, ou bien nos expertises, notre expertise, ce n'est pas focalisé sur ça, mais nous avons des partenaires que nous mobilisons dans certaines conditions, dans certaines circonstances pour pouvoir appuyer ces gens de journalistes. Très bien, on a parlé des contraintes de production et elles sont lourdes, vous les avez détaillées. J'aimerais qu'on parle un peu aussi des risques liés à la consommation de ces informations-là, mais même simplement à l'accès à ces informations, puisqu'on sait que dans une zone de conflit, généralement, il y a un désir très fort des autorités de contrôler l'information et donc souvent d'interdire aussi des informations qui ne sont pas favorables au pouvoir en place. Comment est-ce qu'on peut naviguer ces contraintes-là, à la fois pour que la population locale puisse accéder à l'information fiable, et puis si elle y accède, qu'elle ne se mette pas elle-même en danger simplement parce qu'elle a regardé des informations qui ne plaisent pas au pouvoir en place. Ouais, c'est ça. C'est encore une fois, ça rejoint ce que les gens disent que voilà, en zone de conflit, en tout cas ou en période de conflit, la première victime c'est la vérité parce que euh, chaque partie, que ce soit les autorités ou la partie adverse, cherche à tronquer les faits en sa faveur. Et par exemple, aujourd'hui, dans le Sahel, vous allez entendre beaucoup des gens parler de journalisme patriote, de patriotisme journalistique, des concepts qui émergent et qui cachent en fait c'est une réalité triste. C'est-à-dire qu'on attend du journaliste qu'il puisse se ranger derrière une narration, la narration des autorités, ce qui n'est pas la mission d'un journaliste. Les autorités, elles ont déjà des communicants, elles ont le moyen de s'offrir des services, des communicants externes si ils sont pas satisfaits des communicants internes. Et donc les autorités, ils ont accès à plein de canaux pour déjà voilà, diffuser leur narration. Les journalistes n'ont pas à se mettre sous les bottes des autorités. Autrement, ce n'est plus du journalisme, c'est de la propagande, tout simplement. Et je sais que dans un contexte de conflit, tout le monde a besoin qu'il y ait des gens, et donc ce sont des journalistes qui puissent révéler des choses de façon impartiale. D'ailleurs, même les autorités, ça les aiderait beaucoup à laisser des journalistes travailler de façon indépendante parce que ça leur ouvrirait les yeux, par exemple, sur les choses qui leur échappent, tout simplement, qui ne voient pas ou mais qui voient mal, par exemple. Et donc, ils ont intérêt à laisser les journalistes travailler. Et donc, moi, personnellement, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que les journalistes, dans un contexte de conflit, doivent devenir des patriotes ou pour dire tronquer la vérité. Il y a quelques jours, j'ai regardé en fait, enfin, j'ai navigué sur Internet, je suis tombé sur un post de journaliste et
qui disaient voilà, ils cherchaient à rendre beau leur pays sur, sur Internet. Moi, je ne pense pas que ce soit ça la mission d'un journaliste. Comme je le dis tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, voilà, voilà, les autorités, vraiment, ils ont les moyens, elles ont les moyens pour se rendre beau ou belle si elles le souhaitent. Elles ont tous les moyens. La mission du journaliste, c'est vis-à-vis de l'audience, c'est vis-à-vis de la population. Euh, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans le nord du Togo, par exemple, l'armée a bombardé des enfants qui, dans un premier temps, étaient présentés comme des terroristes. Et pourtant, ce sont des enfants qui sont partis juste à une fête, qui revenaient d'une fête et qu'on a pris pour des terroristes et qu'on a bombardé, qu'on a tué. Et ça, par exemple, dans un premier temps, la narration, la version officielle, c'était que ce sont des terroristes. Imaginez que tout le monde se soit rangé derrière cette version, on les aurait pris pour des terroristes, on aurait traqué leurs proches, ainsi de suite. Mais parce qu'il y a eu des voix indépendantes qui se sont levées, qui ont dit non, 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 ce sont pas des terroristes, ça a obligé, par exemple, les autorités à revenir sur les versions, à reconnaître qu'effectivement c'était une bavure. Il y a cette enquête devenue très célèbre qui a été réalisée par exemple au Cameroun, où on voyait par exemple des militaires tirer sur deux femmes et leurs enfants, accusés d'être des terroristes au nord du Cameroun. Dans un premier temps, quand la vidéo avait circulé, les autorités ont dit non, non, c'était même pas au Cameroun, que c'était pas sur le territoire, ce serait quelque part en Afrique de l'Ouest. Le travail des journalistes qui a réussi à confirmer qu'effectivement c'était au Cameroun et qui a même permis d'identifier les personnes qui était visible dans la vidéo, ce travail-là a obligé les autorités à revenir sur les versions et à même poursuivre les militaires qui ont procédé à cette exécution extrajudiciaire. Et donc, le travail, les journalistes ont besoin d'être là. Il faut qu'il y ait des voix qui soient indépendantes et qui puisse dire non, 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 ici vous êtes trompé, là vous êtes trompé, et là vous êtes trompé à moitié, et ainsi de suite. Et donc, c'est important que, quel que soit le contexte, même en temps de conflit, c'est important que les journalistes puissent garder leur liberté de travail. Les médias et les journalistes puissent garder leur liberté de travail. C'est pour ça d'ailleurs que GIGN s'est associé à d'autres organisations pour lancer un appel aux autorités israéliennes, par exemple, pour que ces autorités puissent permettre aux journalistes d'avoir un accès indépendant à la bande de Gaza, par exemple. Vous voyez un peu. Parce qu'on est convaincu que c'est important que les journalistes, quel que soit le contexte, c'est important que les journalistes puissent avoir accès indépendant et donc, effectivement, c'est un défi aujourd'hui dans beaucoup de régions que des journalistes puissent travailler, mais je pense que la corporation, même ces journalistes, devraient s'organiser à pouvoir conserver la marge de liberté qu'ils ont, sinon à l'agrandir pour qu'ils puissent travailler de façon honnête, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on se range derrière les autorités, qu'on ne fait que voilà, relayer la version des autorités, on ne fait plus du journalisme, on fait de la propagande, on fait autre chose. Et on trahit cette relation que nous avons vis-à-vis de notre audience, qui est une relation censée être basée sur la confiance. Je reviens sur le public et la manière dont il peut accéder à ces informations qui ont été produites avec beaucoup d'efforts et de risques. Quels sont les vecteurs en fait d'accès à l'information considérée comme dissidente par les autorités en place, généralement dans les zones de conflit. On a parlé tout à l'heure, au tout début du podcast, d'Internet, des moyens modernes, de satellites, etc. Mais on sait aussi que ce n'est pas forcément la réalité locale dans une zone de conflit en Afrique francophone, par exemple, d'avoir accès à Internet à tout moment et en tout lieu. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui permettent aussi que les populations locales se tiennent informées de manière fiable ? Ouais, là, il revient aux journalistes et aux médias de développer des moyens innovants pour pouvoir atteindre les journalistes, les populations où elles se trouvent. Et donc, voilà, aujourd'hui, le numérique offre de perspectives, oui, beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Les radios communautaires, peut-être même les radios communautaires étrangères qui pourraient émettre jusque des zones de conflit ?
par exemple, maintenant, il se trouve que tu vois, les radios communautaires euh, sont en général très vulnérables, surtout en période de conflit, parce que ces radios communautaires subissent beaucoup de pression. Euh, en période de conflit, je me rappelle avoir été en contact avec des journalistes dans l'est de la RDC, des journalistes qui subissaient des pressions, la pression en même temps des autorités que de la part des groupes armés qui sévissent dans cette zone pour des sujets aussi simples que par exemple Ebola et qui a priori peuvent paraître voilà, banales. Des sensibilisations sur Ebola, tout ça, qui a priori peut paraître anodine, sont dans ces contextes-là très sensibles. Et il y a un des journalistes qui malheureusement a été tué par des gens, des inconnus qui ont débarqué chez lui et qui l'ont tué à coups de machette et blessé grièvement sa femme. C'est pour dire que, et ça, ce sont des journalistes qui travaillent pour des radios communautaires. Donc, c'est pour dire que dans les zones de conflit, les radios communautaires peuvent être soumises à des pressions. Donc, les radios de proximité. Ce que j'entends, en fait, c'est que la pression de la version officielle de l'information est tellement forte auprès des populations que les populations elles-mêmes peuvent se retourner contre des journalistes qui diraient quelque chose de contraire à ce que les autorités disent, c'est ça? Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, par exemple, lorsque, par exemple, vous prenez aujourd'hui le Sahel, si vous êtes une radio communautaire, que vous êtes situé dans une zone sous influence des groupes terroristes, vous allez évidemment subir la pression des groupes terroristes. Dans ce cas, ce n'est plus la pression des autorités, mais la pression des groupes terroristes. Mm. Voyez un peu. Et maintenant, il y a aussi ce que vous décrivez, c'est-à-dire que le fait que la propagande des autorités soit assez forte, ça peut vous faire passer pour des antipatriotes ou des ennemis lorsque vous diffusez des versions euh, qui ne sont pas forcément conformes à ce que les autorités disent. Et donc, c'est pour dire qu'il y a il y a des couches de pression que subissent les journalistes et les médias communautaires. Et pourtant, ces médias communautaires jouent des rôles importants. C'est pour ça que ces médias communautaires ont besoin d'être soutenus parce que ce sont des médias de proximité. Donc, ces médias communautaires ont besoin d'être soutenus par en tout cas, ceux qui interviennent dans la défense et la protection des journalistes. Maintenant, en dehors des médias physiques, parce que c'est plus facile de s'attaquer, par exemple, à une radio, au bureau d'une radio, au bureau physique d'une radio, que de s'attaquer, par exemple, à des canaux de diffusion qui sont virtuels. Et comme WhatsApp, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, il y a des médias qui sont diffusés uniquement sur WhatsApp ou d'autres médias, Telegram et d'autres, par exemple. Et donc ça, par exemple, c'est une option pour atteindre les populations dans les localités reculées. C'est ça, par exemple, ça. Et les journalistes en exil, par exemple, peuvent atteindre, et c'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui les médias en exil, c'est de chercher les moyens d'atteindre leur population via des plateformes numériques comme WhatsApp ou comme d'autres plateformes Twitter et ainsi de suite. Est-ce que vous avez constaté un problème de confiance d'ailleurs des populations envers les journalistes qui ont fui le pays? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de penser qui consisterait à dire ah bah toi t'es parti, on t'écoute plus? Moi, je ne vais pas dire que c'est le cas ou c'est pas le cas. Je pense que ça va dépendre, ça dépend quoi du travail du journaliste. Sinon, moi je connais plein de journalistes qui sont d'ailleurs devenus plus populaires quand ils ont quitté le pays. Il y a au Togo, par exemple, le directeur du journal, bon, le Togo n'est pas, on parle des zones de conflit, même si tout le Togo n'est pas une zone de conflit, mais le Togo est quand même dans une situation euh, de répression de la liberté d'expression compliquée. Donc, il y a un journaliste, le directeur du journal d'investigation L'Alternative, qui a été contraint à quitter le pays et à s'installer à l'extérieur du pays. Et depuis l'exil, il anime
bon, je sais pas si on va appeler ça des émissions, mais en tout cas, il fait des prises de parole sur les plateformes, les réseaux sociaux, qui sont très, très populaires, qui sont très, très populaires. Et je pense même qu'ils vont au-delà de l'audience que son média avait quand il était encore au pays. Si vous prenez par exemple le cas du Burundi, où depuis 2015, une bonne partie des journalistes et des médias indépendants a dû quitter le pays parce qu'il y a eu une grave crise et des médias ont été plus possibles, les journalistes ont été plus possibles. Pendant longtemps, les principales sources d'information, en tout cas fiables, ou en tout cas les sources d'information auxquelles se fiaient les populations, ont été ces médias qui étaient en exil. Et donc, moi, je ne vois pas particulièrement un problème systématique, un problème de confiance systématique envers les journalistes qui ont quitté les pays. En revanche, effectivement, dans des contextes où la propagande des autorités est très forte, de nature à présenter ces journalistes comme des traîtres, ce qui peut être le cas dans certains pays où ces autorités sont populaires, par exemple. Oui, ces journalistes peuvent considérer pas une partie de la population comme étant voilà, à la solde de tel ou de tel autre ennemi du pays. Mais il reste que, ce que moi je dirais dans ce cas, ça, ce qui détermine, en fait, ce qui va renforcer votre crédibilité, c'est votre travail, en fait. Si, par exemple, vous faites un travail de façon professionnelle, et que vous n'êtes pas, on va dire, le porte-parole d'un camp contre ces autorités-là, et que votre travail est professionnel, voilà, comme on l'espère de tout bon journaliste, vous aurez votre audience en tout cas et votre narration, vos contenus finiront par s'imposer parce que vous faites un travail professionnel et comme on dit, le mensonge a beau se lever tôt, la vérité finit toujours par le rattraper. Et donc, l'histoire, la population ne va toujours pas vous donner raison si vous faites votre travail de façon professionnelle. Et on peut saluer au passage le travail de GIGN qui aide les journalistes à continuer à porter le flambeau de la vérité, quelles que soient les circonstances et également en zone de conflit. Merci beaucoup Maxime Domeny d'avoir pris le temps de participer à ce podcast. C'est moi. Merci Maxime. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.